Merci de nous rejoindre sur Gabon 24 et bienvenue sur ce plateau spécial consacré au conflit homme-faune. Pour quelle procédure en Afrique centrale? On le sait, les conflits homme-faune sont très préoccupants car ils affectent non seulement la sécurité alimentaire, le bien-être des populations locales, incluant leur sécurité, mais également tous les efforts de conservation de la faune sauvage. Face à cette situation, le Gabon met en place des politiques publiques avec pour objectif de développer des approches et des outils pour en réduire l'incidence et les impacts. Avec nous sur ce plateau pour en parler, nous recevons Stécie Diga, qui est juge correctionnel spécialisé, pour en parler avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité encore une fois sur votre plateau. Très bien. Alors, monsieur le juge, comment améliorer aujourd'hui la gestion de conflits hommes-faune avec un cadre politique institutionnel, avec des lois bien réglementées? Alors, ce que je dirais de prime abord, c'est que le cadre légal, il existe. Et puis les lois sont bien écrites au Gabon. Je pense qu'elles sont juste en partie désuètes. Et, ce qu'il faudrait faire, c'est justement encourager l'application de ces textes qui permettraient justement aux villageois de se couvrir par les lois qui existent déjà au Gabon. Ça veut dire y a-t-il une faiblesse du cadre juridique et réglementaire existant aujourd'hui? Non, mais je pense que ce sont les politiques, en fait, je crois, des anciens dirigeants, s'il faut le dire comme ça, qui surprotégeaient, si on peut le dire ainsi, les pachydermes, donc l'éléphant en l'occurrence, procédait à la dévastation des plantations et celui-ci était plus ou moins surprotégé. Or, les lois existent. Vous le verrez au cours du développement justement du sujet, que les textes sont là. Le code forestier, il est bien rempli et donc favorise la protection des hommes qui sont justement attaqués et chargés par les éléphants et puis les autres espèces intégralement protégées. Très bien. Alors, l'une des principales préoccupations pour la gestion des conflits hommes-faune est liée à la centralisation administrative. Qu'en pensez-vous? Il faut le dire, oui, peut-être lié à la centralisation administrative, mais je pense plus à la méconnaissance des textes par les populations. Il y a quand même une très longue chaîne des autorités impliquées qui doivent agir au moment donné. Oui, mais en fait, je pense que les autorités peut-être ne faisaient pas preuve de courage, parce que pour agir, je pense qu'il faut juste appliquer ce qui est déjà écrit. Ce qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Le principe, par exemple, de la classification des espèces intégralement protégées est consacré par les dispositions de l'article 92 du Code forestier. Et celui-ci prévoit donc que les espèces animales sont classées dans 3 catégories. D'accord? Et donc l'article 3 du décret 163/PR/MEF est venu encore réaffirmer ce principe. Et récemment, donc, le gouvernement gabonais a pris donc un décret, le décret numéro 0040 bis, qui réaffirmait donc la classification de l'éléphant parmi les espèces intégralement protégées. L'éléphant est protégé, c'est vrai, mais à tout principe, il existe des exceptions. Et donc, il y a des exceptions qui permettent justement la chasse, la capture, le tir sur cette espèce intégralement protégée. Nous en parlerons donc au fil de l'émission. Justement, quels sont encore les obstacles, proprement dit, présentés par cette gestion des conflits hommes-faune aujourd'hui? J'insiste à le dire, c'est peut-être la méconnaissance de la loi, parce que nous avons assisté par exemple à la déclaration du chef de l'État récemment qui disait que si l'éléphant approche votre plantation, vous le tuez. Et ça a fait un tollé, il y en a qui ont repris ça, il y en a qui ne comprenaient pas ce qu'il disait, mais je vais peut-être choquer l'auditoire, je vais choquer peut-être les téléspectateurs, mais cela est prévu par la loi. Ben justement, monsieur le juge, le conflit homme-éléphant prend de l'ampleur. Au Gabon, récemment, dans la province d'Angounié, vous en parliez, un homme a trouvé malheureusement la mort à cause d'un éléphant, une victime de trop dans ce conflit. Alors, je vais y aller franco. Les dispositions des articles 176, 190, 216, 172 et 176 du Code forestier prévoit justement les exceptions à ce principe qui interdit la chasse, la poursuite, le tir sur un éléphant. Alors, c'est quoi ces principes? C'est quoi ces exceptions en fait au principe de l'interdiction donc de chasser l'éléphant? La dérogation spéciale accordée par le ministère des Eaux et Forêts aux titulaires d'un permis donc scientifique. Pour la recherche scientifique, on peut procéder à la chasse d'un éléphant. Pour le repeuplement, on peut procéder justement à la chasse d'une espèce intégralement protégée pour le repeuplement. Mais pour venir au vif du sujet, pour la protection des biens en cas de légitime défense, c'est l'article 172 du Code forestier qui le prévoit. Donc une personne qui est chargée par un éléphant, qui est attaquée par un éléphant ou qui voit sa plantation être dévastée par un éléphant
peut, pour se défendre, pour défendre son bien, procéder donc à la chasse de celui-ci. Également, il y a la protection des personnes et des biens sur autorisation de l'administration des eaux et forêts. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit justement des battues administratives. C'est aussi encadré par la loi, c'est aussi la responsabilité de l'État de procéder donc à la battue d'une espèce intégralement protégée qui dévaste les biens des populations. Parlez-nous justement de ces battues administratives. Combien sont-ils et combien de décrets, combien de lois ont été mises en place justement pour l'évolution de ce conflit homme-faune aujourd'hui? La battue administrative est consacrée par une loi, donc par une loi ordinaire, c'est le Code forestier. Et donc vous verrez que même un décret ne pourrait l'interdire, parce que selon la hiérarchie des normes, la loi est au-dessus des décrets. Alors, il suffit donc pour les populations qui sont attaquées par une espèce intégralement protégée de se rapprocher vers l'unité donc de police judiciaire à compétence spéciale. Donc là, je parle de l'unité des eaux et forêts, donc pour dénoncer justement une dévastation perpétrée par un éléphant, pour que celle-ci prenne ses responsabilités en vue donc de le mettre hors d'état de nuire. Sachant quand même qu'en loi gabonaise, les éléphants sont des espèces protégées. Les éléphants sont des espèces sauvages protégées aujourd'hui. Oui, l'éléphant demeure une espèce intégralement protégée, donc classée parmi toutes les autres espèces intégralement protégées. Je disais que cette protection a été réaffirmée par la prise du décret numéro 0040 bis, récemment promulgué donc en novembre dernier, qui a réaffirmé donc que l'éléphant de forêt est une espèce intégralement protégée. Mais je persiste à le dire, c'est que c'est ce principe justement qui interdit de procéder à la chasse, à la capture, au tir sur l'éléphant, d'accord, aussi confère en lui-même, d'accord, des exceptions. Donc parmi ces exceptions, vous avez donc la recherche scientifique, d'accord, vous avez le repeuplement, vous avez la protection des biens, donc en cas de légitime défense, et vous avez également donc la battue administrative que peut organiser l'administration des eaux et forêts. Alors on a vu quand même plein de choses autour, de la cartouche au piment, en passant par les ruches d'abeilles, les barrières électriques. Quelle est aujourd'hui la meilleure solution pour lutter contre le conflit homme-éléphant au Gabon? Moi, je pense qu'il faut une plus grande implication des personnes qui demandent de protéger notre forêt. Il faut le dire, on a besoin pour protéger notre forêt de plus de financement, on a besoin de plus d'implication donc des autorités administratives également, et on a besoin également de l'aide des populations. Parce que voyez-vous que la loi prévoit par exemple les cas d'exception pour procéder à la chasse de ces espèces intégralement protégées, mais il y a des personnes qui s'en servent, qui se servent justement de ces exceptions pour faire des battues qui virent finalement vers le trafic d'ivoire, vers le trafic de peau de panthère. Et donc, pour arriver justement à la protection des hommes et en même temps des espèces intégralement protégées, on a besoin d'une lutte multisectorielle et impliquant ici donc les êtres humains, les hommes, les populations gabonaises. En parlant de lutte pour lutter contre le conflit, justement, la solution des battues administratives n'est pas très appréciée quand même par certains scientifiques et des ONG. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je le disais, le souci que nous rencontrons lorsque nous essayons de comprendre les personnes qui abattent les éléphants du fait de la légitime défense ou de la protection des biens, c'est que souvent on assiste également à des battues maquillées. Ils prétextent s'être défendus. Or, en réalité, quand on mène l'enquête, finalement, on réalise que ce sont des trafiquants qui... Mais c'est punissable quand même. Oui, ça c'est punissable. Ça, c'est punissable parce que le principe, je le disais, est que la chasse de l'éléphant est interdite. Et que prévoit la loi, justement, à ce niveau? Alors, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui maquillent des battues administratives. Quand même. Voilà, mais la loi, nous sommes confrontés également à un souci, c'est que le code pénal a été révisé donc, en 2019 puis en 2021. Et lui, il contient donc des mesures répressives un peu plus lourdes que le code forestier. Or, le code forestier, le code pénal promulgué en 2021, ne vient pas abroger les dispositions du code forestier qui n'est pas très répressif sur la question justement de la commercialisation, par exemple. Mais s'agissant de la détention, la loi prévoit jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Très bien. Voilà. Alors, tuer un éléphant est interdit par la loi. Quand un éléphant tue un homme, que prévoit la loi? Alors, oui, là vous posez la question au juriste que je suis, et moi je répondrai clairement que le Code civil ancien, d'accord, dispose dans son article 1385 que on est responsable du dommage causé par l'animal qui nous appartient.
Et donc l'éléphant en République gabonaise appartient à l'État. Donc il revient à toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait donc, de l'action d'un éléphant de poursuivre l'État gabonais devant la juridiction compétente. Est-ce qu'il y a quand même un encadrement au niveau des indemnités, justement lorsque vous êtes blessé, lorsque votre parent est tué par un éléphant? Bon, on suit tous l'actualité, on voit bien que le ministère des Eaux et Forêts fait l'effort d'indemniser, mais jusqu'à présent, il n'est pas parvenu à satisfaire les populations. Mais je pense que l'action en justice est ouverte à quiconque a intérêt ou qualité à agir. Parlons de l'encadrement des permis de chasse au Gabon de manière spécifique. À quoi doivent s'attendre ces permis aujourd'hui? Je ne comprends pas trop le sens de la question. Les permis de chasse au Gabon qui ont été mis en place. Oui, mais les permis de chasse existent en réalité depuis longtemps. C'est que donc avant de se livrer à toute activité forestière, il faut être détenteur d'une autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts. Donc les permis de chasse sont délivrés par l'administration des eaux et forêts et quiconque veut procéder à la petite chasse notamment doit être muni d'un permis de chasse. Alors il y a quand même des procédures assez complexe. Selon l'article 11 de la loi 016/01 du 31 décembre 2001, nul ne peut se livrer à une activité de chasse s'il n'est détenteur justement d'un permis, licence et capture. Vous pouvez expliquer un tout petit peu aux Gabonais la différence entre ces trois documents? Oui, ben en fait, la licence de chasse, c'est justement c'est le document qui vous confère donc la qualité de chasseur de façon légale, et le permis de chasse permet justement l'utilisation d'un fusil qui est bien enregistré dans ce permis de chasse et qui permet également de dénombrer donc les espèces animales que vous abattez. Et pourquoi encadrer le permis de chasse qui peut bénéficier d'un permis? Quelles sont les conditions justement, Stessiniga? Alors, pourquoi encadrer la chasse? Parce que vous savez, il y a des espèces déjà qui sont en voie de disparition, d'accord, dont le système de reproduction est beaucoup plus lourd que d'autres espèces. Et ces espèces doivent être protégées par la loi. En l'occurrence, l'éléphant, par exemple. C'est pourquoi l'éléphant est interdit à la chasse. Tout simplement parce que lui, lorsqu'il met bas, d'accord, c'est souvent une portée sur 5 ans. Et ce n'est pas très évident donc, que la reproduction se fasse comme, par exemple, la reproduction de la gazelle, de l'antilope, etc. Alors, donc, le permis de chasse vient encadrer les quotas. Il y a des espèces qu'on ne peut pas utiliser, dont on ne peut pas, qu'on ne saurait abattre. Je veux dire, il y a une quantité qu'on ne saurait abattre, qu'on ne saurait dépasser lors de l'abattage en une journée, par exemple. Et donc, ces espèces-là, donc, doivent être clairement mentionnées au carnet de chasse, et donc l'abattage par chasseur doit être quantifié et plus connu par l'administration des eaux et forêts. Est-ce que tout cela implique aussi la question de la commercialisation de la viande de brousse aujourd'hui? Aujourd'hui, la commercialisation de la viande de brousse, je crois qu'elle est un peu plus libre. Il y a des textes qui ne font qu'être pondus par l'administration des eaux et forêts en vue d'encourager cela. Toutefois, elle reste réglementée et plus contrôlée par l'administration des eaux et forêts. Alors, s'agissant de l'exploitation forestière, est-ce que les Gabonais peuvent-ils se livrer à l'exploitation du bois et quelles sont les conditions aujourd'hui, Stessiniga? Alors, tout Gabonais, il faut le dire clairement, tout Gabonais peut se livrer à l'exploitation forestière. Le Gabonais peut se livrer à l'exploitation forestière. Sauf que, vous l'avez dit en donnant lecture de l'article 11, mais je paraphraserai l'article 14 du Code forestier qui dit que nul ne peut se livrer à titre gratuit ou commercial à une activité forestière, donc à la récolte, à l'exploitation des produits forestiers, sans l'autorisation préalable de l'administration des eaux et forêts. Alors, s'agissant de l'exploitation forestière au Gabon, il faut comprendre que toutes les forêts situées en République gabonaise constituent ce qu'on appelle le domaine forestier national. Et le domaine forestier national contient en lui-même, d'accord, le domaine forestier permanent et le domaine forestier rural. Dans le domaine forestier permanent, il ressort que là-bas, il existe des forêts donc livrées à la production industrielle. Et dans le domaine forestier rural, ce sont donc les forêts, donc les terres et les forêts dont la jouissance est réservée exclusivement aux populations villageoises. Vous comprenez donc que ce soit les villageois ou les professionnels, les exploitants professionnels, quiconque peut se livrer, sauf qu'il faut être détenteur d'un permis au préalable. S'agissant du domaine forestier permanent, pour les industriels, là-bas, il existe 2 permis forestiers. Il y a le permis qui est appelé concession forestière sous aménagement durable et l'autre permis qui s'appelle permis forestier associé, qui peut être greffé également à la concession forestière sous aménagement durable. De l'autre côté, donc de domaine forestier rural, vous avez ce qu'on appelle le permis de gré à gré. Le permis de gré à gré permet à tout villageois détenteur de ce permis de couper jusqu'à 50 pieds
Voilà, donc vous avez également Je pense l'autorisation que spéciale. c'est le permis agré qui est le plus connu aujourd'hui Oui, sur le mais en fait, territoire. et même là, il est réglementé. Le ministère des Eaux et Forêts ne le lit plus très souvent parce que c'était pour limiter justement les dérapages des populations. Mais à part le permis de gré à gré, vous avez aussi l'autorisation spéciale de coupe ASC. Là-bas, on peut couper 5 arbres. Et vous avez également l'autorisation de coupe de bois pour le sillage de l'an, qui peut aller jusqu'à 15 arbres. Et vous avez des forêts communautaires qui permettent également pour les villageois, pour les populations gabonaises, d'entreprendre des activités forestières au sein de justement une forêt qui est donc délivrée au profit d'une population bien précise. Cécile Gann, nous sommes dans la COP28, on y est encore. Je vais paraphraser les mots du président de la transition qui disait « Je voudrais simplement dire aux Gabonais que nous devons refuser et dénoncer l'hypocrisie climatique internationale dans l'intérêt des autres en gardant les pays du bassin du Congo comme des pays sanctuaires ». Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard là-dessus Moi, je pense ces que propos du président de la je transition? partage l'avis du chef de l'État. Je pense que, je le disais dès l'entame de mon propos ici, c'est que notre forêt, la forêt du bassin, les forêts du bassin du Congo sont protégées au profit de la terre tout entière. Donc il en va que toutes les personnes qui militent justement pour la protection de ces forêts doivent contribuer justement à l'épanouissement des populations environnantes. Très bien. Alors, je cite, il a également dit à Dubaï le déséquilibre entre les efforts fournis par Libreville et les bénéfices attendus par les populations confrontées à des besoins sociaux. Il parle d'un déséquilibre entre aujourd'hui ce que nous on propose et ce que nous on reçoit. Mais vous l'avez bien constaté, parce que l'actualité l'a démontré. On l'a bien suivi au cours de ces dernières années, comment les populations se mettaient à crier et l'État n'avait pas assez d'argent pour indemniser justement les victimes des plantations dévastées. Alors, cela cause un réel déséquilibre dans le sens où l'État gabonais est très répressif en vue de protéger donc notre forêt, notre faune, et qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui pourraient venir justement compenser ces efforts fournis par l'État gabonais. Alors, un tout autre sujet, le chef de l'État de la transition a pris également le décret numéro 0037 bis PR portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 16 2001 du 31 décembre 2021 portant code forestier, un encadrement renforcé puisque dorénavant seuls les détenteurs de permis sont autorisés à chasser. Oui. Revenir sur certaines préalables, cet encadrement justement. Oui, en fait, il faut dire qu'il n'y a pas que cette disposition qui a été modifiée lors de la dernière modification du Code forestier. Il y a également le célèbre article 275 du Code forestier qui a connu des modifications en vue de rendre l'application de la loi encore plus facile pour ménager justement les efforts également consentis par les acteurs du système judiciaire au fin de rendre finalement des décisions sans pour autant donc écorcher un peu la loi. Or, aujourd'hui, le chef de la transition nous a aidés en justement révisant certaines dispositions qui souffraient de certaines contestations. Aujourd'hui, tout est clair et puis je pense que c'est ça le but de la transition, c'est arriver donc à certaines réformes et il a osé le faire déjà. C'est l'un des premiers codes qui a subi des modifications. Je pense que pour nous, en fait, nous n'avons rien d'autre à dire que d'en féliciter. Très bien, revenir sur le conflit homme-faune. Quelles sont aujourd'hui les solutions? Que prévoit la loi à ce niveau? Alors, donc, la loi, pour être clair, la loi prévoit des battues administratives. La loi prévoit également des battues pour légitime défense. C'est dire que donc, quiconque est chargé par un éléphant ou encore subit des dévastations de sa plantation par un éléphant peut, dans le cas de la légitime défense, justement, abattre ce pachyderme, mais seulement dans ces cas. Très bien. Cécile Niga, vous avez écrit un livre, un guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Ce livre concerne également tout ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui. Oui, voilà. Et je conseille tous les Gabonais aujourd'hui qu'on parle justement de la forêt, de l'environnement. Cela ne prend justement un essor fulgurant davantage. Donc je conseille tous les Gabonais de bien vouloir se procurer ce livre pour justement être au fait des éléments légaux qui concernent la forêt. Les rudiments, nécessaires justement pour une meilleure compréhension de la procédure pénale en matière d'eau et forêt. Ouais. Ils sont contenus là à l'intérieur. En tout cas, vous avez un peu tout. Vous avez même les infractions prévues. Il vous encadre sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, ce guide est complet et peut accompagner. Pouvez-nous concrètement citer quelques-unes, notamment qui peuvent impliquer le conflit homme-faune ou tout ce qui concerne la forêt aujourd'hui? Oui, mais s'agissant du conflit homme-faune, tout est clair. En fait, on a repris les dispositions légales
qui prouvent que, normalement, ce sont notamment les dispositions donc, des articles 172, 196 et 216 qui encadrent le conflit homme-faune et qui donnent justement pouvoir à l'homme d'agir lorsqu'il est attaqué par un éléphant. Vous parlez de citation directe, vous parlez également de plein de choses, de la composition pénale, de la saisie de la juridiction compétente. Ouais, ça, ce sont les suites du procureur de la République lorsqu'il est saisi lorsqu'il est saisi et que les auteurs des infractions lui sont présentés. Donc, il peut donner des suites. Et parmi ces suites, vous avez la composition pénale, vous avez la citation directe et vous avez la procédure de flagrant délit ou la saisine du juge d'instruction. Merci Stécie Niga d'avoir été notre invitée sur ce conflit homme-faune. Quelles sont les procédures? Peut-être un mot de fin, un message à faire passer notamment? Alors, quiconque est donc chargé par un éléphant ou qui voit sa plantation être dévastée doit se rapprocher de l'administration des eaux et forêts la plus proche ou, en cas de légitime défense, la loi le permet. Quiconque est chargé par un éléphant pour se défendre peut procéder à son abattage. Voilà, c'est dit. Nous étions là à l'instant avec Stécie Niga, juge correctionnel spécialisée sur le thème conflit homme-faune, qui nous parlait justement des procédures et ce que dit la loi à ce sujet. Voilà, à très vite sur un nouveau plateau spécial.